savez, les banques sont nos partenaires. Hein. Les banques sont les partenaires de l'État. Nous ne pouvons pas aller les contraindre puisque ce sont des structures, je dirais, privées. L'État peut les accompagner, du moins les inciter à travers des mesures qui pourraient leur permettre d'être un peu plus, je dirais, plus souples vis-à-vis des opérateurs économiques. Par exemple, en s'entendant par exemple sur la fiscalité. Hein. On peut arriver à s'entendre sur ces questions-là. Et nous avons déjà même commencé le débat. Je pense qu'il y a une rencontre qui va se faire. Je demande à ce que cette rencontre se fasse, puisque les banques se plaignent du fait que il y a un niveau de taxe parfois qui est un peu élevé. Elles sont obligées, par exemple, de les répercuter, par exemple, sur leur clientèle. Deuxièmement, c'est l'environnement sécuritaire dont ils se plaignent, parce qu'ils estiment qu'effectivement, la sécurité relève de l'État. Et dans des zones qui sont insécurisées, elles estiment qu'elles ne peuvent peut-être pas être présentes pour pouvoir justement permettre à leurs clients justement de bénéficier des crédits qu'ils sollicitent. Et puis, l'autre aspect de la sécurité, c'est justement quel type d'investissement que vous comptez mener. Où comptez-vous mener ces investissements-là? Si c'est dans encore une zone qui est sujette à l'insécurité, eh bien, elles sont frileuses. Alors là aussi, l'État est en train de travailler là-dessus, puisque vous avez dû remarquer qu'effectivement, il y a un redéploiement progressif de l'État dans les zones qui étaient occupées. On a pris par exemple Bombari comme ville pilote aujourd'hui, où nous sommes en train de ramener toutes les structures de l'État. Et d'ailleurs, je crois que une banque ira notamment ouvrir une agence au niveau de Bombari. Mais nous nous rencontrons souvent avec ces banques. Je vous ai parlé du cadre du Conseil national de crédit, où nous essayons de leur dire, écoutez, veuillez les accompagner. Les risques, pour eux, ils estiment parfois que ces risques aussi sont trop élevés. Ils demandent parfois aussi beaucoup de garanties. Et comment nous pouvons les accompagner? Justement, on a parlé du fonds de garantie tout à l'heure. Il faut que l'État va soutenir la création de ce fonds de garantie. J'ai fait une proposition concernant, par exemple, les sociétés de cautionnement mutuel. C'est un bel exemple qui a fonctionné dans un pays comme le Maroc, pays dans lequel j'ai vécu, où j'ai fait mes études de banque, où ces sociétés de cautionnement mutuel ont bénéficié vraiment de beaucoup d'accompagnement des banques, par exemple, au Maroc. Donc, on peut justement arriver à faire en sorte que ces idées-là puissent combler ce déficit en termes de financement de projets de la part des banques. Mais je crois qu'avec la pédagogie, avec tout ce qui est en train d'être fait, nous pouvons arriver à les pousser justement à accompagner. Parce que le fait aussi d'avoir en sa possession une surliquidité pose aussi des problèmes aux banques. Parce que être surliquide, c'est aussi un coût. Il y a aussi un coût pour les banques. Donc je crois que quelque part, la discussion va se poursuivre dans le cadre dans lequel nous nous rencontrons assez souvent avec autant les opérateurs économiques, les banques, la microfinance, la banque centrale, le gouverneur de la banque centrale. Je crois que dans ce cadre-là, nous pourrons valablement trouver une bonne solution pour nos opérateurs économiques. Cette question est importante parce que, en vous parlant de la transmission des comptes de l'année 2015 à l'Assemblée nationale, il fallait reconstituer la comptabilité de l'État. Depuis les indépendances, il n'y a eu aucune comptabilité. Et il fallait justement partir de quelque part, ouvrir la balance des comptes pour pouvoir justement collecter les données, collecter les informations pour établir ce qu'on appelle les états financiers et permettre justement à la Cour des comptes de travailler dessus. Il n'y avait pas d'éléments. À la rigueur, il faut remonter peut-être jusqu'aux indépendances, lorsqu'on faisait peut-être la passation de services. Mais jusque-là, depuis les indépendances jusqu'à ce jour, il me semble qu'il y a eu peut-être deux tentatives de présentation des comptes de l'État au niveau de la Cour des comptes. Mais je vous avoue que depuis les indépendances, il n'y a pas eu de compte de l'État. Et donc, on était obligé, après débat, après échange avec nos partenaires techniques et financiers,
de dire, ben, écoutez, puisqu'on n'arrive pas à reconstituer, parce que l'obligation de la reddition des comptes passe par la présentation des comptes de l'État. Donc, puisque cela n'était pas disponible, donc on est passé sur, on a pris la décision de dire, écoutez, bon, commençons par 2015. Et c'est ce qui a été fait, et nous avons eu à transmettre. Et je vous le dis aussi que la loi fondamentale demande à ce que, avant que vous ne puissiez examiner la prochaine loi des finances, il vous faut présenter la loi de règlement de l'exécution budgétaire de l'année précédente. Alors, on se dit, bon, écoutez, il faudrait bien démarrer quelque part. Donc, commençons par 2015 avec l'appui, justement, de nos partenaires. Et puis, la Banque mondiale nous a accompagnés. Aujourd'hui, nous avons un agent comptable du Trésor qui est payé par la Banque mondiale et qui nous a aidés à reconstituer les comptes de 2015. Et il a pu reconstituer, je pense, un certain nombre d'états financiers, hein, des exercices précédents. Mais on a retenu 2015 qu'on a eu à transmettre. Aujourd'hui, on est en train de faire 2016, que nous allons présenter aussi bientôt au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, vous me posez maintenant la question sur la performance en matière de recettes. Effectivement, 59 milliards, 54, 59 milliards, je crois, si je ne me trompe pas, c'était les recettes que nous enregistrons en 2015. Mais j'ai voulu vous faire une comparaison entre 2015 et 2017, où nous nous retrouvons pratiquement aujourd'hui à près de 84-89 milliards, je crois, si c'est bien ce chiffre. Donc, il y a eu un bon, c'est que ces réformes que nous avons menées ont porté. C'était le parallèle que je voudrais vous présenter pour vous dire qu'effectivement, voilà, tout ce qui a été fait en termes de réformes et que ces réformes doivent se poursuivre pour justement nous permettre d'aller de l'avant. Alors, figurez-vous que le taux de pression fiscale chez nous n'est que de 8%. 8% par rapport au produit intérieur brut. La norme, dans les autres pays, c'est 15%. Si vous allez jusqu'en Afrique de l'Ouest, c'est 15%. Mais l'effort qu'il faut apprécier chez nous, c'est qu'aujourd'hui, nous ne collectons pas les taxes ou les impôts ou l'impôt de l'État sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est qu'une portion. Voyez-vous? Donc, il y a vraiment déjà au niveau de l'État un effort considérable qui a été fait pour atteindre ce niveau, puisque je pense qu'avec les réformes qui sont en train d'être faites, avec les efforts que fait le gouvernement en matière de sécurité, eh bien, nous pourrons justement atteindre un peu la moyenne qui se situe autour de 15% dans les autres pays. Eh bien, je suis vraiment déterminé à poursuivre les réformes. Les réformes font mal. Et tant que je serai là, encore dans mes fonctions, ces réformes vont se poursuivre. Vous savez, vous avez parlé de développement économique, il n'y a pas de développement sans réforme. Vous avez parlé de l'orthodoxie financière. Eh bien, sans réforme, vous ne pouvez pas du tout atteindre cette orthodoxie financière. Donc nous sommes obligés d'y aller. Je vous ai parlé de la parafiscalité. Parfois, je ne me fais pas comprendre, mais je suis obligé d'aller vers la rationalisation de la parafiscalité. Le compte unique du Trésor, je vous en ai parlé. Et il nous faut arriver à maîtriser nos dépenses. Il nous faut arriver à maîtriser la chaîne de nos dépenses. Il nous faut arriver à maîtriser la chaîne de collecte de nos ressources. Et pour y arriver, il faut qu'il y ait, comment dirais-je, une bonne gestion qui se fasse à travers le compte unique du Trésor. Je pense que, en ayant au moins cette détermination, eh bien, je suis convaincu que le développement économique que prône le chef de l'État, nous pourrons l'atteindre à travers justement ces réformes que nous sommes en train de mettre en place et qui forcément seront salvatrices pour notre pays. Ah ben bien sûr, c'est une année charnière parce que vous allez vous rendre compte que nous avions par exemple pris la décision de faire en sorte que l'année 2018 soit axée sur la mobilisation de ressources internes. Nous sommes déjà à notre 3e revue avec le Fonds monétaire
nous allons entamer la 4e revue d'ici le mois de juin. Il y a des objectifs que nous devrions forcément atteindre. Et ces objectifs-là vont passer justement par, par la nécessité d'atteindre un peu les différentes, d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en termes de recettes au niveau de la douane, au niveau des impôts et au niveau du trésor. L'aide budgétaire, l'accompagnement de la communauté internationale n'est pas définitive, du moins, elle ne sera pas toujours présente. Donc il va falloir qu'on fasse des efforts sur nous-mêmes. Il va falloir prouver aux gens notre capacité à aller au-delà de ce que nous avons arrêté, par exemple, avec la communauté internationale. Et je pense que 2018, pour nous, est une année qui sera pour nous décisive dans le cadre justement des réformes que nous sommes en train de mettre en place. Et j'espère vraiment que nos régies financières, j'espère que nos compatriotes, j'espère que les différents responsables de ces régies-là vont faire en sorte que nous puissions atteindre ces objectifs-là, parce qu'il est pour nous essentiel. Si on a pu faire 3 revues, c'est que nous pouvons faire aussi la 4e revue. Et donc je pense que l'année 2018 sera une année décisive pour nous, puisqu'on a mis l'accent sur la mobilisation des ressources intérieures, la nécessité pour nous de respecter un certain nombre de repères, la mise en œuvre de la nouvelle loi des finances, parce qu'il faut justement la mettre en œuvre, le respect du calendrier, par exemple, budgétaire, puisqu'effectivement, nous avions pu, entre autres réformes dont je n'ai pas parlé ici, nous avons pu respecter le calendrier, pour la première fois d'ailleurs, le calendrier budgétaire, en faisant voter la loi des finances 2018 au 30 novembre 2017. Donc voyez-vous, c'est autant d'efforts que nous avons pu mener, et nous pensons que nous respecterons aussi ce calendrier par le dépôt justement de la loi de règlement concernant l'année 2016 devant l'Assemblée nationale. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur 2018, en espérant qu'effectivement nous puissions atteindre tous ces objectifs qui faciliteront la vie de nos populations. En tout cas, pour terminer, je voudrais aussi remercier mes collaborateurs avec qui nous travaillons tous les jours et qui ne cessent vraiment de se mobiliser dans le cadre du travail que nous sommes en train de mener, dans le cadre des réformes de la gestion des finances publiques, et avec aussi l'implication du chef de l'État qui, lui, préside le comité de suivi de gestion des finances publiques, puisqu'on se réunit régulièrement, et avec lui, et avec tous avec tous mes collaborateurs. Donc c'est l'occasion pour moi aussi de les féliciter pour tout le travail qui est abattu. Mais je voudrais avoir une mention particulière pour Bangui-Wood. En tout cas, j'ai eu déjà l'occasion de travailler avec vous. Je voudrais vraiment vous féliciter. Vous faites honneur à nous autres, parce que ce n'est pas aussi évident d'avoir des compatriotes qui arrivent à faire un travail de qualité. Et lorsque j'ai su que vous devriez en principe venir pour nous accompagner dans les festivités relatives à l'an 2, eh bien, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Donc, je voudrais aussi vous remercier pour tout le travail que vous faites. Merci.